Maintenant, on va passer à la deuxième table ronde. Donc toujours Cédric, ravi et heureux d'animer avec l'équipe cette première partie. Je vais revenir sur cette page-là pour redonner quelques éléments autour de GS1, mais ça me paraissait important pour introduire cette table ronde avec les offreurs de solutions. Vous voyez qu'on a un très très beau panel et je suis très content d'avoir réuni 5. C'est la première fois qu'on fait une table ronde d'ailleurs aussi large, mais parce que c'est la diversité et des offreurs et des use cases qu'on va adresser tous ensemble. Le point, c'est que comme vous l'avez vu, GS1, on fait un langage commun par la collaboration, et vous êtes ici dans le lieu de la collaboration. Nous ne faisons pas de solutions. Nous ne faisons pas de solutions numériques. Ces personnes-là, entre autres, sont des acteurs qui permettent de faire vivre le système GS1 au quotidien, en toute inclusion. C'est une forme d'extension de nous-mêmes de GS1 dans la logique de l'entreprise étendue, mais sans offreur de solutions, il n'y a pas de déploiement de standards. Internet sans téléphone et sans ordinateur, ça ne sert à rien. Donc les standards et les GS1 partenaires, c'est pareil. C'est sans offreur de solutions pour les implémenter partout dans le monde, à l'échelle et avec intégrité. J'insiste là-dessus parce qu'un standard mal appliqué ne sert à rien. Un code barre mal imprimé ne peut pas être lu. Donc s'il n'y a pas un minimum d'intégrité dans ce que l'on fait, alors ça ne marche pas. Donc c'est bien la table ronde que l'on va animer ici. Je reviens un tout petit peu sur cette partie de grammaire aussi pour les personnes à distance, parce que pour répéter un petit peu ce qui a été dit par Vincent et Jean-Christophe, mais c'est très important de savoir qu'au travers de ce nouveau standard Digital Link, et Laurent Tonnelier qui s'assoit est un des acteurs qui a participé à cette œuvre collective, je dirais, au niveau mondial. Donc on va mettre le code produit dans le QR code, dans une phrase web. Je le dis avec mes mots à moi. Et ça, c'est très important. C'est un GTIN et un nom de domaine. Et c'est ça qu'on va venir encapsuler dans le QR code. Avec derrière, vous avez le petit 01 qu'on appelle un identifiant de données. C'est une balise qui dit à toutes les machines partout dans le monde ou au smartphone, derrière ce 01, tu lis un code produit. Derrière le 10, tu lis un numéro de lot. D'accord ? C'est ça le Digital Link, c'est une grammaire. Et il va falloir que tout le monde parle couramment cette grammaire si on veut réussir ce passage à l'échelle. Derrière le 17, c'est la DLC. Donc les systèmes sont prêts. C'était très intéressant la table ronde avant pour se dire que technologiquement, on est assez prêt. Ce dont on va avoir besoin, c'est que tout le monde parle le même langage et qu'on ait bien les mêmes données. Parce que sans données, on ne va pas y arriver. Et j'insiste sur le point fondamental qui est le passage du statique au dynamique. Quand on met un 01 et un GTIN dans un numéro, dans un nom de domaine, on peut le préimprimer. D'accord ? Quand il va falloir mettre des données dynamiques, ça va se passer sur les lignes de fabrication de vos sous-traitants. Je pense notamment à la partie marque distributeur. Donc vous allez avoir, je pense aussi aux personnes notamment en charge des achats, un enjeu fondamental à embarquer votre propre écosystème, à passer dans cette logique de dynamique. Et ça va prendre du temps. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut bien le faire tous ensemble, de sorte que je pense notamment aux sous-traitants de la grande distribution, reçoivent un seul et unique cahier des charges de l'ensemble de leurs partenaires. D'accord ? C'est important parce que c'est vraiment le passage au dynamique qui va faire le changement. Je voulais repartir de ça parce que c'est bien le moment dans lequel nous sommes et nous allons rentrer dans cette table ronde. Donc je vais demander à chacun de se présenter. Donc nous avons Claire et on va démarrer par toi juste après sur Trace One. Ensuite on a Laurent de Goodstag. Ensuite on a le monsieur à la musique, notre DJ Medine de Datalogic. Ensuite on a Olivier de Spread & Call et enfin nous avons Alexandre de Pactic. Donc je vais demander à chacun de se présenter et je vais leur demander aussi de faire des quick response. Parce qu'on n'a pas décrit l'acronyme de QR code. QR, ça veut dire Quick Response. Donc ça me permet de leur dire de faire des réponses rapides, mais ça vous permet aussi de vous redire à chacun le sujet. Donc chacun va se présenter et il va présenter quel est, de son point de vue, de son angle, je dirais, les défis et enjeux que vous devez relever collectivement. Et on fera un deuxième tour de table, tour de piste, sur les conseils que ces personnes-là vous donnent. Donc Claire, à toi la parole. Bonjour, merci Cédric. Donc moi je suis Claire, Head of Product Marketing chez TraceOne. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez TraceOne ? On est un offreur de solutions PLM, donc PLM pour Product Lifecycle Management. Et concrètement, on aide les distributeurs à gérer le développement de leurs produits MDD.
notamment par de la gestion de projet, par une solution aussi qui permet de rédiger des cahiers des charges des produits MDD entre les distributeurs et leurs fournisseurs, et également une solution de création d'artwork d'emballage. Donc Cédric, par rapport à ta question, de mon point de vue, du point de vue TraceOne, quels sont les enjeux pour vous dans la mise en place de ce QR code augmenté? Pour moi, ça s'articule autour de 3 axes. Le premier étant la collecte des données. Donc là, on va dire qu'on est un peu aux prémices du QR code augmenté. Il va y avoir des conférences, des ateliers de travail pour définir les informations que vous voudrez mettre à disposition via ce QR code augmenté. Et donc l'un des enjeux, ça va être de collecter ces données auprès de vos fournisseurs, des différents acteurs qui vont intervenir dans le développement de vos produits MDD. Le deuxième enjeu, ça va être de fiabiliser la qualité de la donnée. Puisque les données que vous allez vouloir mettre à disposition des consommateurs, il va falloir les avoir à disposition pour tout votre portefeuille de produits. Et on sait que vous gérez un nombre très important de produits et ça va être important en fait d'avoir ces données pour tous vos produits. Et enfin, le troisième axe pour moi, c'est l'échange d'informations, puisque les données que vous allez mettre à disposition des consommateurs, elles vont provenir de différentes sources, que ce soit des solutions TraceOne, mais aussi des informations qui sont présentes dans d'autres solutions, d'autres offreurs de solutions. Donc interopérabilité. Exactement. Très bien. Merci. On va passer à toi, Laurent. Est-ce que tu peux te présenter Goodstag et ensuite quels sont les défis selon toi et les enjeux? Oui, merci Cédric. Donc déjà par rapport à notre société, Goodstag c'est un éditeur de software berlinois. On est actif autour de tout ce qui est produits intelligents et derrière ça on a une plateforme cloud qui va permettre en fait aux marques, aux distributeurs de venir connecter leurs produits physiques avec les utilisateurs, et je dis bien les utilisateurs parce que ça peut être des consommateurs, donc avoir des expériences qui sont plus de l'ordre du B2C, mais également les utilisateurs professionnels ou bien sûr les machines, de pouvoir renvoyer des informations intelligentes au travers du QR code augmenté ou de tout code 2D qui va pouvoir être mis sur le produit. Alors les enjeux stratégiques que nous on voit, on est partenaire stratégique de GS1 en général depuis 2018. On a beaucoup travaillé avec GS1 en Allemagne de par notre historique. Et GS1 Allemagne a mis en place ce Resolver dont on parlait avant pour pouvoir traduire le Digital Link, le standard Digital Link, en un QR code augmenté. Et aujourd'hui, ils utilisent notre technologie en fait pour proposer ce standard à tous leurs adhérents. Donc c'est 90 000 adhérents qui peuvent utiliser, alors là je vais faire un peu de pub pour l'Allemagne, mais qui utilisent gratuitement ce Resolver pour pouvoir créer des Digital Link QR code. Quand on voit ça, on a été donc au cœur de cette transformation et au cœur de ce qu'apporte ce QR code augmenté. Et on voit qu'en fait, l'enjeu est beaucoup plus qu'une simple redirection dynamique. On va beaucoup plus loin que ça et on va pouvoir vraiment répondre à des problèmes environnementaux, à des problèmes sociétaux. On va pouvoir permettre aux brands, aux marques et aux distributeurs de pouvoir amener beaucoup plus de circularité et beaucoup plus de durabilité dans les produits qu'ils vont proposer à leurs clients. Par rapport aux défis, j'en vois plusieurs. Le premier, c'est on avait aujourd'hui beaucoup d'informations sur les cas d'usage. Il y a une vraie réflexion autour des cas d'usage. Souvent, les distributeurs, par rapport à leur marque, réfléchissent comment on va pouvoir apporter de la valeur par rapport à nos consommateurs, par rapport à nos utilisateurs. Et il y a beaucoup de cas d'usage qui sont possibles. Quels sont les bons cas d'usage? Quelles sont les valeurs à apporter? Ça, c'est un vrai défi qu'ils ont. Et également la communication. Souvent, on parle d'amener de nouveaux stakeholders dans la réflexion, on parlait du marketing, mais également le consommateur final. Le consommateur final est un stakeholder. Comment l'amener dans cette réflexion? Comment amener du changement au travers du consommateur final et l'intégrer quelque part dans cette démarche innovante? Très bien, merci beaucoup. Comme on l'a déjà répété, c'est transversal, c'est systémique et il faut absolument qu'on ait la plus grande pluralité de parties prenantes, stakeholders, pour accompagner cette mutation. Medine,
de ton côté. Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Medine Elmenouer de la société Datalogic. Donc, je suis responsable grand compte dans le secteur du retail et dans le secteur de la santé. Voilà. Datalogic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société italienne qui a plus de 50 ans d'histoire et d'expertise dans le domaine de la traçabilité. Alors, c'est un des leaders mondiaux dans l'acquisition automatique de données, spécialisé dans la conception et la fabrication de lecteurs de code barre, de scanners de caisse, de terminaux portables, de capteurs de sécurité, de systèmes de vision. Et toutes ces solutions ont pour but d'accroître l'efficacité et la qualité des processus tout au long de la chaîne de valeur dans les secteurs de la vente, dans les secteurs de l'industrie, du transport et de la logistique, ainsi que dans le secteur de la santé. Pour répondre à tes questions, Cédric, au niveau des... alors, je ne vais pas tout reprendre ce qui a été dit auparavant, mais je vais ne citer que 2 enjeux majeurs qui, pour nous, semblent importants. Le premier enjeu va être d'assurer justement la traçabilité de toute la chaîne de valeur du produit, de sa création à son identification, à son stockage, sa logistique, et cela jusqu'au consommateur qui pourra lui-même tirer bénéfice de ce QR code augmenté grâce aux informations dynamiques qui lui seront proposées. Donc, en lisant, en prenant un produit dans son placard ou dans son frigo et en scannant ce QR code augmenté avec son téléphone portable ou sa tablette. L'autre enjeu majeur pour les distributeurs, bien évidemment, ça va être de maintenir leur productivité, alors que l'ensemble du poste d'encaissement va devoir traiter beaucoup plus de données. Nous, on va scanner le code parce que ça, on sait le faire depuis longtemps. Hein. J'ai vu pas mal d'industriels expliquer que ce n'était pas un problème technologique, puisque la technologie, on l'avait. On l'a pour Datalogic, pour la petite information. On a transformé, on a fait ce virage à 180 degrés en 2010. C'est en 2010 qu'on a décidé et qu'on s'est dit, demain, c'est le code barre 2D qu'on va utiliser et il faut dès à présent passer vers l'identification des codes 2D. Donc, on ne savait pas encore cette transformation de 2027, mais je pense qu'on a eu raison de faire ce virage. Donc voilà, maintenir sa productivité, ce n'est pas quelque chose de simple. Hein. Transférer un code produit, un numéro de lot, une date de péremption, etc. Ça va nécessiter un peu de technologie, une communication commune entre toutes les sociétés de l'écosystème. Donc voilà un petit peu pour les enjeux. Merci Medine. Si on va vers toi, Olivier, et sur un sujet dont on a beaucoup parlé ce matin, notamment sur la partie des données dynamiques et le retrait-rappel qui est une question en soi. Bonjour, donc Olivier pour Corollo, éditeur d'une plateforme qui s'appelle Spread & Call. Donc nous, pour ce qui nous concerne, on est éditeur de logiciels. On travaille en fait dans 2 domaines, la traçabilité des pièces industrielles, depuis quelques années maintenant avec la filière ferroviaire. Et puis on travaille depuis 2013 dans le domaine des retraits-rappels avec certains distributeurs ici présents. En fait, on a, en 2018, après le traumatisme de l'affaire des laits infantiles, en fait, imaginé qu'il serait intéressant de concevoir une plateforme qui serve autant les intérêts des industriels que les intérêts des distributeurs, et puis surtout qui, dans la lignée de ce qu'est GS1 par essence, fasse causer le même langage à tout le monde, à la fois sur la description des produits, mais aussi sur la description des événements qui vont autour des produits. Nous, finalement, ce que l'on fait, c'est pas de la traçabilité vers le haut, c'est de la traçabilité aval, où sont partis nos produits. Donc on a travaillé là-dessus depuis 2 ou 3 ans maintenant déjà. On a travaillé avant tout pour la partie fournisseur jusqu'à présent avec une version bêta qui est utilisée par une entreprise de la bio qui s'appelle Léa Nature. Et puis, on vient, il y a 10 jours à peine, d'être bénéficiaire, en fait, lauréat de l'appel à projet France 2030 sur les transitions agroécologiques et alimentaires. Donc, on a 24 mois d'appui de l'État, du gouvernement, pour travailler avec vous et évoluer vers des outils communs.
Sous un angle technologique, de notre point de vue, les enjeux pour nous, c'est de réussir à remonter en temps réel, en fait, depuis le point de vente, qu'il s'agisse du passage en caisse, et c'est ce qu'apportera le QR code augmenté, mais également depuis les rayons ou les réserves où ça se passe déjà, en fait, d'aller beaucoup plus vite avec beaucoup plus de fiabilité sur un exercice en fait qui est extrêmement artisanal, même dans des surfaces de plusieurs milliers de mètres carrés. Il consiste à retourner le produit dans tous les sens pour aller voir où est le numéro de lot avant de consigner le produit et de gérer ensuite son devenir. Donc notre mission, c'est quelque part de diffuser rapidement ces alertes dans les points de vente et les entrepôts des distributeurs et de remonter le plus vite possible aussi cette information avec un paradigme que nous appelons nouveau en fait dans l'avenir, qui soit plus de transparence et plus d'échanges en temps réel entre les fournisseurs et les distributeurs, puisque quelque part souvent vos fournisseurs envoient sur le terrain en fait leur force de vente pour aller vérifier en doublon, parce que la technologie aujourd'hui ne permet pas de savoir où on en est, qui a fait quoi. Voilà. Le gros enjeu pour nous, c'est la grande hétérogénéité des faiseurs en matière de marquage. Il y a des grands industriels, des multinationales, et puis la plus grande partie de vos fournisseurs sont des PME qui auront du mal à passer à cet étiquetage dynamique. Et peut-être que à ce moment-là, ça m'amène à redire ce que beaucoup ont déjà dit. Il y a beaucoup d'importance en fait dans la collaboration, parce que je crois que vous allez avoir un rôle essentiel pour accompagner par des économies d'échelle possibles sur des systèmes de. Il a été évoqué en fait à la suite des ateliers. Est-ce qu'on imprimerait à la volée de manière dynamique les étiquettes, ou est-ce qu'en fait on devrait préparer ces étiquettes en amont? Pour beaucoup de petits, il faudra travailler de cette manière-là, ce qui va au plan de l'organisation de la donnée, de la planification des numéros de lot, etc. dans les entreprises petites, moyennes, et pas forcément si petites et si moyennes que cela, un grand travail d'organisation en amont. Voilà. Merci Olivier, et pour te passer la main, tu as redit évidemment l'enjeu de l'efficience, l'enjeu du partage de la donnée en temps réel, qui est une autre dimension que tu amènes ici, et la nécessaire inclusion de tous les acteurs dans cette mutation pour aller accompagner notamment les PME, TPE. Autre sujet sur lequel il y a un gros enjeu et d'efficience, mais aussi un enjeu réglementaire, les questions autour du vrac et du poids variable. Donc Alexandre, est-ce que tu peux présenter Pactic et nous donner ta vision, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Bon. Donc, bonjour, Alexandre Lefebvre, société Pactic. Donc, on a un éditeur logiciel également. Et ce qui nous anime chez Pactic, c'est d'abord c'est d'œuvrer au quotidien pour réduire les emballages à usage unique. Donc, c'est notre raison d'être au départ. Et le but, c'est d'accompagner le changement des comportements des consommateurs sur le rayon vrac et tous les rayons à poids variable, sans emballage, comme les fruits et légumes par exemple. Alors pour faire ça, on a développé une plateforme qui connecte les trois acteurs, donc les fabricants, les marques, les distributeurs et les consommateurs, pour permettre une diffusion fiable et continue de l'information produit. Donc avec la solution Pactic, les marques peuvent retrouver leur visibilité qu'ils ont perdue dans le vrac dans une grande partie des cas. Les distributeurs, eux, peuvent piloter la traçabilité des produits vrac et la gestion du rayon. Et puis les consommateurs, avec une application gratuite qui s'appelle Mon Étagère, peuvent accéder à toutes les informations produits, marques et traçabilité du produit à la maison. Donc aujourd'hui, on est présent dans à peu près une soixantaine de points de vente en France, depuis l'épicerie, en passant par la GSM et puis les magasins bio. Et on travaille en ce moment à développer la phase d'après, qui va être l'engagement consommateur, avec des systèmes de récompense et de gamification. Alors en termes d'enjeux stratégiques, bon, il y en a beaucoup qui ont déjà été dits, mais donc nous on en voit deux qui sont peut-être plus liés au vrac. Avec cette migration vers le QR code augmenté GS1, donc ce qu'on pense, c'est que c'est important que le consommateur, parce que c'est un des freins du vrac, puisse disposer d'informations qui soient fiables et à jour sur leurs produits. Donc ça, c'est la partie plutôt consommateur. Et puis pour la partie distributeur, on pense que c'est vraiment important que la transition se fasse de la manière la plus fluide possible. Et si possible, permettre non seulement de faire la même chose que ce qu'on pouvait faire avant, mais d'apporter aussi des gains de temps et de fiabilité des informations qui vont pouvoir être transmises tout au long de la chaîne. Et puis le dernier enjeu qu'on voyait, ce serait une opportunité pour le vrac, justement, d'apporter plus de transparence aux consommateurs et de fiabiliser les informations qui proviennent à la fois des fabricants et des distributeurs. Et en termes de défis à relever, ça a été dit sous d'autres formes, mais
La difficulté, c'est de connecter tous ces différents acteurs de manière collaborative, comme on disait, pour les faire collaborer ensemble, pour pouvoir en fin de compte offrir à la fin au consommateur une traçabilité de bout en bout, avec des informations qui soient à jour et lui délivrer la meilleure expérience possible de son produit. Merci, merci. Et ça me permet de dire que là, on traite beaucoup le sujet autour du QR code augmenté GS1. On aura ici même une communauté d'intérêt sur les emballages le 23 novembre, parce que le QR code aura aussi des usages au travers de ces emballages, dont on sait qu'on doit en réduire l'impact, mais sur lequel on doit mettre aussi beaucoup plus d'informations. C'était un peu la schizophrénie qu'on décrivait ce matin au travers de Jacques. Donc ça, c'est très important qu'on pense aussi au travers des emballages. Et là, je vais revenir tout doucement vers toi, Claire, sur les questions des données. Donc le sujet emballage va être traité, et on sait que le QR code sera certainement, encore une fois, là, un symbole, un porteur qui nous permettront de créer les liens. J'aime beaucoup cette notion de lien, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a appelé le digital link, parce que in fine, c'est bien ce lien de bout en bout qu'on va devoir créer au travers de ce langage commun. Du coup, si on recommence notre tour de piste, Claire, quels seraient les 3 conseils que tu donnerais à la collectivité pour adresser de façon commune ce défi ? Alors, du coup, je vais revenir un petit peu sur les 3 enjeux que j'ai cités précédemment. Je parlais de la collecte des données auprès de vos fournisseurs. Et donc, le premier conseil que je donnerais, et ça, je pense que ça va être, c'est pas nouveau, c'est qu'il va falloir renforcer encore plus la collaboration entre distributeurs et fournisseurs. Puisque aujourd'hui, pour développer vos produits MDD, vous récoltez déjà une quantité importante d'informations, et dans le futur, ces informations vont être de plus en plus nombreuses, et donc ça nécessite de travailler encore plus en collaboration avec vos fournisseurs. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner par rapport à la fiabilité de vos données, la qualité de vos données, c'est de mettre en place les outils nécessaires qui vont vous permettre d'avoir une vision globale sur votre portefeuille de produits MDD, et vous assurer en fait que pour tous vos produits, les informations que vous voulez transmettre via le QR code augmenté soient bien présentes. Et donc nous, par exemple, chez TraceOne, on propose des solutions de ce type. Comme on a toutes les informations des produits MDD via les cahiers des charges qui sont rédigés, on peut facilement analyser ensuite l'ensemble du portefeuille produit pour s'assurer que toutes les informations sont bien présentes. Et enfin, le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est par rapport à l'échange d'informations, à l'interopérabilité, comme tu disais, Cédric. Donc, effectivement, les informations vont provenir de plusieurs sources. Vous allez devoir les centraliser à un moment donné pour alimenter ce QR code augmenté. Ce qui est important, ça va être d'exploiter les outils technologiques que vous avez à disposition. Je pense notamment aux API. Donc, pour que les différents systèmes d'information communiquent entre eux, je pense que les API sont un outil qui vont vous permettre de faire ça assez efficacement. Merci Claire. On va devoir accélérer un tout petit peu. Et je rebondis sur ce que tu disais sur la donnée. Tout à l'heure, j'ai parlé de grammaire pour décrire les choses. Il y a aussi chez GS1 un dictionnaire de données, de sorte qu'on nomme les choses de la même façon pour pouvoir exploiter la donnée. Donc ça fait aussi partie intrinsèque du langage commun du standard. Est-ce que tu peux donner aussi tes meilleurs conseils, s'il te plaît ? Ouais, en fait... Petit problème de micro. Ok. En fait, c'est des conseils en fait, qui viennent de remonter de nos clients, enfin, des conseils du terrain. La première chose que je dirais, c'est se faire accompagner sur les cas d'usage. La définition des use cases, ça peut paraître simple, mais comme je dis au début, il y a beaucoup de possibilités. Quels sont les bons? Quels sont ceux qui sont les plus simples et les plus pertinents à mettre en place? Et souvent, on voit que c'est décorrélé d'un rationnel business. C'est-à-dire, quel est l'objectif derrière ces use cases? Et souvent, faire ça uniquement en interne, c'est compliqué. Et de pouvoir avoir cet accompagnement, que ça soit par un éditeur ou que ça soit par une société de conseil, c'est très important. Par rapport au projet en lui-même, il faut rester agile. C'est un point extrêmement important parce que c'est les feedbacks des utilisateurs finaux, des consommateurs, qui va indiquer est-ce que l'approche
est bonne ou non, et de pouvoir ajuster ça en intégrant ces feedbacks-là. Et ça, on l'a vécu souvent, c'est que cette étape était pas intégrée ou peu intégrée, et les projets pouvaient souffrir de ça. Le deuxième élément, c'est, on a parlé du QR code augmenté, du standard Digital Link, c'est bien, mais on peut enrichir ça par une approche autour des jumeaux numériques, ce qu'on appelle communément les digital twins. On parle de données dynamiques. Ces données dynamiques doivent être véhiculées vers une structure qui saura également les traiter et qui permettra d'avoir, je dirais, une source unique de vérité autour de mon produit. Et c'est là que toute la force du Digital Link va pouvoir avoir lieu. Ce n'est pas juste une redirection dynamique, mais c'est de pouvoir piocher la bonne information ou communiquer la bonne information dans le jumeau numérique de mon produit physique. Et le dernier point, c'est ça n'a pas besoin d'être rocket science. On peut commencer simple. Là, j'ai eu l'exemple, on vient de lancer un projet avec une des filiales, enfin avec une des marques du groupe Rocher. On peut commencer au niveau G10, au niveau SKU. On n'est pas obligé d'aller directement réfléchir qu'est-ce que je vais faire avec mon batch, qu'est-ce que je vais faire avec mon article. Et on peut venir l'enrichir au fur et à mesure. C'est quelque chose qui est tout à fait évolutif. Derrière ça, il y a également un point important. Souvent, les gens ont des idées qui sont déjà préconçues et on n'ose pas poser les questions parce qu'on a dit la question est idiote. Par exemple, est-ce que j'ai déjà des QR codes sur mon produit? Est-ce que je peux les réutiliser dans une approche intelligente via mon consommateur? Il n'y a pas une réponse, c'est pas automatiquement non. Est-ce que je peux avoir déjà des expériences contextualisées et personnalisées si je travaille au niveau SKU, si je travaille au niveau J10 avec mon produit? Tout à fait. Donc il y a parfois des questions comme ça qui paraissent pas vraiment sensées, mais qui sont importantes à être posées au démarrage du projet. Merci. Retenons agilité, faisons les choses en ordre, de façon itérative. Et de toute façon, la priorisation des cas d'usage, comme le disait Vincent, se fera ici pour qu'on embarque l'ensemble des écosystèmes. Medine, de ton côté ? Cédric, juste un point, permets-moi juste de revenir sur résumer les 3 défis qu'on voit de notre fenêtre datalogique. Conserver la fluidité du passage en caisse, c'est-à-dire d'être en mesure de lire avec autant de fluidité les codes 2D que ce qu'on est capable de lire les codes 1D aujourd'hui. Le deuxième défi, c'est le traitement de des informations complémentaires qui vont être contenues dans ces QR codes. Là, on parle plus de software, mais ça ne va pas être simple. Et puis le troisième défi, et pas des moindres, sera de parler le même langage dans tout notre écosystème. Donc là, il faut effectivement qu'on travaille tous ensemble pour arriver à se comprendre. D'autant plus qu'on est persuadé que ce QR code va devenir également un élément marketing. Il va être de couleurs différentes. On va pouvoir y insérer des logos, des dessins. Là, je vous invite à venir voir un petit peu ce que fait Laurent Tonnelier de Mobilide à ce sujet. Et donc voilà pour les différents défis qu'il va falloir relever. Au niveau des 3 conseils qu'on pourrait nous donner Datalogic, le premier, ça va être de ne pas hésiter à nous consulter afin qu'on puisse vérifier ensemble si vos scanners de caisse, si vos lecteurs de code barre sont optimisés pour la lecture de ces QR codes. Ça fait très longtemps, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, depuis 2015, qu'on fabrique des scanners capables de lire des QR codes et tout type de code 2D. Mais ça ne veut pas dire pour cela qu'ils sont optimisés au maximum pour la lecture des QR codes augmentés. Autre conseil, c'est au niveau de l'inventaire, faire l'inventaire de votre écosystème omnicanal, connaître les besoins de chacun d'entre vous, que ce soit au niveau de la logistique, au niveau des différents formats de magasins, des hyper, des super, de la proxy, de l'e-commerce, etc. Afin de croiser et échanger toutes les informations et tous vos besoins réels pour tirer un maximum de bénéfices de ce QR code augmenté. Le dernier conseil va tout simplement être de communiquer, d'informer, d'échanger, aussi bien avec vos collaborateurs qu'avec vos consommateurs. Et pour savoir ce qu'on va y mettre comme data dynamique dans ce code. Où est-ce qu'on veut emmener nos clients et où est-ce que nous, on veut aller également. Un gros enjeu de pédagogie.
Absolument. En particulier pour le consommateur, ça fait partie de notre rôle. Olivier, à toi sur tes conseils. 3 conseils, humblement, j'en aurais que 2. Ah bah c'est bien, tu nous fais gagner un petit peu de temps. Ça, c'est de l'efficience. Non, tout d'abord, toujours retour sur cet esprit collaboratif et je rebondis sur le côté pédagogique avec les fournisseurs. En fait, je crois que c'est M. Chamielec tout à l'heure qui a évoqué la grande créativité des fournisseurs en matière de création des numéros de lots, d'identification des lots ou des numéros de série. Faut savoir qu'en fait, si on rentre ça dans les AI, les colonnes GS1, les champs GS1 10 ou 21, donc on est très habitué avec le code barre tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, à avoir juste le 01, mais là on utilisera beaucoup le 10 et le 21, qu'il y a des règles, il y a une syntaxe, et en fait très en amont il va falloir habituer, changer dans les systèmes d'information parfois source, parce que ça peut mettre des mois ou des années à ce que ça évolue, donc encore une fois ces prescriptions et emmener, collaborer, c'est hyper important. Et puis le dernier conseil, j'ai envie de dire, en rebondissant sur ce qui a été évoqué, c'est tout sauf un Big Bang tout à l'heure, effectivement, c'est de ne pas oublier d'avoir des plans B. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la cathédrale de la digitalisation, mais la réalité entre celle dont on parle ici et celle dans des magasins, dans un produit fait, un fromage de chèvre fait... dans un coin du Poitou-Charentes où on va produire 100 fromages par jour qui vont être vendus en partie dans la restauration et en partie chez des distributeurs locaux, et puis qu'on va retrouver également en proxy à l'autre bout avec des réalités parfois en fait, et que je promène des produits qui échappent au système, à la gestion logistique, à les passer d'un point de vente à l'autre quand j'ai une rupture de stock local et tout, c'est une réalité. Donc il va falloir un moment tout de même pour que tout cela fonctionne, et toujours garder en tête que on doit pouvoir débrayer un système avant qu'il n'ait suffisamment d'antériorité pour ne s'appuyer que sur lui. Tout à fait. Et quand tu citais l'identifiant de données 10, c'est le numéro de lot. 21, on n'en a pas parlé, c'est le numéro de série. Donc, qu'on se le dise ici dans le périmètre de la FCD, on va d'abord faire le numéro de lot. Avant de faire le numéro de série, Jérôme de Decathlon en RFID est déjà numéro de série. On va sauter une marche d'abord avant d'attaquer l'autre. Donc restons concentrés sur le 10 et le 17, numéro de lot et DLC. À toi pour finir sur tes 3 conseils, s'il te plaît. Oui, donc le premier conseil, c'est en termes de gestion de projet, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, c'est un projet de transformation. Alors j'ai un passé de gestionnaire de projet. Donc au sein de vos entités, c'est un projet de transformation et c'est important que tout le monde y adhère. Donc il va falloir gérer ça comme un projet. Et bien embarquer l'ensemble de vos équipes, donc les chefs de rayon, les équipes de caisse, la qualité, l'IT, et de bien communiquer sur la raison et pour que les gens s'approprient le changement et la transformation vers le QR code GS1, d'en faire un vrai projet d'amélioration continue dans lequel chacun est impliqué et chacun y retrouve du sens pour que ce soit une transition qui soit réussie. Donc le deuxième conseil, on l'a déjà un peu évoqué, hein, c'est d'y aller progressivement. Donc vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, c'est ce que tu avais dit, hein. On peut commencer par juste afficher des QR codes GS1 en rayon, alors dans le cadre du vrac sur des silos, expérimenter sur le ticket de caisse, sur l'utilisation des QR codes pour la traçabilité. Donc il y a plusieurs expérimentations que vous pouvez mener, c'est pas la peine d'essayer de faire tout d'un coup, on peut y aller progressivement et puis accompagner le client aussi à chaque fois vers la transition et les nouvelles informations qu'ils pourront avoir. Et puis, le dernier conseil, c'est ne paniquez pas. Vous avez autour de vous des équipes GS1 qui sont là pour vous aider, des apporteurs de solutions qui sont là pour vous aider, pour monter des expérimentations, pour vous conseiller sur la norme, pour explorer avec vous différents aspects, monter différents pilotes. Donc, pas de panique. J'aime beaucoup ce mot de conclusion. On va y arriver ensemble, donc en effet, pas de panique. Et pour reprendre ton dernier point, ça va être un projet en commun. C'est un projet collectif qu'on va driver et vous pouvez évidemment compter sur l'ensemble des équipes GS1 pour vous accompagner. On va avoir une petite session de questions-réponses. On est déjà un petit peu en retard. Je vais prendre celles qui sont à distance parce que cet après-midi, vous allez avoir des ateliers avec mes 5 offreurs que je remercie vivement pour cette table ronde très riche, très, très variée. Est-ce qu'il y a une question à distance ? Pour l'impression dynamique des QR codes, a-t-on des métriques et des solutions d'impression ? Ceci est pour estimer les impacts de productivité sur ligne versus la qualité d'impression. Oui, il commence à y avoir des technologies. Et à la réunion qu'on avait faite ici même
au 5 juillet un offreur, parmi d'autres. Je respecte la neutralité de GS1, mais notamment Markem, Eric, et il y a Roland dans la salle. Je ne sais plus où il est, Roland, mais il est dans le coin. Voilà. Donc il existe des techniques aujourd'hui pour ces impressions à haute vitesse, à haute fréquence. Donc oui, il y aura des solutions. Après, il faut en effet bien paramétrer en fonction de son industrie, parce que toutes les industries ne vont pas à la même vitesse. Tous les packagings ne sont pas de la même forme. Donc voilà, mais en tout cas, sachez que la technologie, un peu, c'est aussi le fil rouge de ce qu'on a vu ce matin. La technologie est prête et le grand défi, il n'est pas dans la technologie, il sera dans la façon de l'embarquer, de l'adapter, de l'ajuster à vos problématiques. Pour répondre en partie à cette question aussi, mais je pense que les offreurs de solutions seront plus à même d'éclairer, pour ceux qui sont en présentiel cet après-midi lors des ateliers. Il y a une question qui nécessite de se creuser un peu les méninges et de voir quelle sera peut-être entreprise par entreprise la meilleure solution. C'est finalement pour embarquer ces données dynamiques sur une chaîne de fabrication. Aujourd'hui, tout le monde a peur, que ce soit industriel, distributeur, chacun pour ses raisons, de la capacité finalement à sérialiser, entre guillemets, la production et du coup de pouvoir imprimer au fur et à mesure ce QR code sur la ligne de fabrication, alors qu'avant, avec le N13, c'était un QR code par pack qui était préimprimé. Et donc, quand on a commencé à discuter de tout ça avec les enseignes, on s'est dit, mais ça va être un vrai point d'achoppement avec l'industrie parce que ça va ralentir les lignes de fabrication. Et donc, finalement, on commence à voir en discutant que ça ralentira peut-être un peu ou pas en fonction de la technologie. Mais surtout, il y a une deuxième option qui est possible et peut-être une troisième, mais je ne maîtrise pas encore tous ces éléments techniques. C'est la possibilité aussi de toujours avoir un QR code préimprimé sur le pack, mais que du coup, ce QR code soit individualisé. Donc, vous préimprimez, je ne sais pas moi, 300 000 packs en amont avec votre fournisseur. Ce QR code est imprimé en 300 000 exemplaires différents sur ces packs. Et ensuite, vous pouvez faire le lien sur la ligne de fabrication entre les QR codes que vous flashez et du coup votre numéro de lot qui est à la journée. Ou voilà. Et ça, c'est, à mon sens, vraiment un des points essentiels qu'on va devoir travailler, bien évidemment, dans un objectif là davantage de traçabilité, retrait, rappel, qui est quelque chose qui nous anime beaucoup. Merci Émilie d'insister là-dessus parce que c'est peut-être, s'il en est, la plus grosse question, le plus gros doute, la plus grosse peur. Donc venez chez GS1 et ensemble, on verra. Il existera des solutions. Il n'y aura pas de solution unique pour vous accompagner dans ce passage au dynamique. Parce que industriellement, c'est évidemment absolument stratégique. Et aussi en lecture en magasin. C'est bien les deux versants, côté industrie et côté distributeur, qu'il faudra adresser cette complexité, mais c'est ça qu'on va faire ensemble. On a du temps, on a mis 40 ans, plus de 40 ans à installer le AN13. On va prendre du temps pour bien le faire celui-ci parce que le défi est important. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc je vais pouvoir clôturer parce que cet après-midi, vous allez avoir des ateliers particuliers avec mes 5 Auguste compères. Merci beaucoup. Vincent, je te repasse la main, non, directement à Lionel. C'est parti. Merci beaucoup. Allez, je ne peux pas refuser à Mathieu, qui a toujours une question. Bonjour Mathieu, Intermarché, merci de nous recevoir aujourd'hui. Moi j'ai une petite question et elle est adressée à GS1. Il y a une grosse question qui va être sur l'embarquement et l'embarquement des industriels. Olivier parlait de Madame Michu qui fait son fromage de chèvre dans Charente. Est-ce qu'il est prévu aujourd'hui de faire des ateliers comme ça pour embarquer ces gens-là, ou voir avec la FEF ou des syndicats de petits producteurs pour leur dire attention, il y a le QR code augmenté qui arrive, c'est génial. Voilà. Donc, c'est une magnifique transition, un passage de ballon pour rester dans le rugby. C'est magnifique, donc tu me passes la balle et je vais transmettre à l'aile à Lionel qui va accélérer, qui va accélérer, transformer. Oui, il faudra accompagner en commun ce qu'on fait là et ensuite également en individuel par différents outils, mais il faut qu'on imagine cet embarquement, cette pédagogie, c'était un des éléments de la table ronde pour que tout le monde ait bien le bon niveau de conscience et de connaissance pour adresser
dans son organisation en mode projet ce changement-là. Et donc, c'est une transition toute faite pour Lionel qui va vous expliquer comment GS1 France accompagne ses communautés.